vous parler aujourd'hui de la fièvre Q et quelles sont les nouveautés du laboratoire, puisque ici à Marseille existe le Centre national de référence de la fièvre Q. Et donc, un petit rappel du coup, la fièvre Q, c'est une infection qui est liée à Coxiella burnetii, bactérie gram-négative intracellulaire, qui est de répartition mondiale avec des épidémies notamment en Guyane française et aux Pays-Bas et en Afrique. Et puis dans sa forme aiguë, elle est responsable plutôt d'hépatite et de pneumopathie, alors que dans sa forme persistante, elle provoque plutôt des atteintes cardiovasculaires. Donc en fait, le diagnostic, il est essentiellement sérologique, et c'est vrai que la sérologie, c'est un peu la pierre angulaire du diagnostic de la fièvre Q, à tel point que Peacock, il a un petit peu voulu s'affranchir de la clinique, parce qu'en fait, il s'était rendu compte que les patients qui avaient des IgG de phase 1 très élevés étaient ceux qui avaient des infections cardiovasculaires et notamment des endocardites, ce qui est vrai et ce qui a été confirmé par les travaux du laboratoire, puisque les patients qui avaient des IgG de phase 1 supérieurs à 800 avaient une très forte valeur prédictive positive pour avoir une endocardite infectieuse. Alors c'est vrai, on voit effectivement que la valeur prédictive positive elle augmente avec le taux sérologique des IgG de phase 1, mais c'est pas vrai partout, et notamment on voit que ça dépend quand même du sexe, de l'âge et de la zone géographique, puisque les patients qui sont originaires de Guyane française avaient des valeurs prédictives positives beaucoup plus faibles pour les taux d'IgG de phase 1 élevés. En effet, il y a quelques particularités en Guyane française. La première, c'est Sophie qui avait montré que ces patients-là, même à la phase aiguë, ils ont des taux sérologiques très élevés pour les IgG de phase 1. Et en fait, on a reproduit ce qu'on a observé chez l'homme, chez la souris, en montrant qu'effectivement, la réponse sérologique était plus élevée avec les souches de Guyane, de Coxiella burnetii, comparée à une souche qui était issue de l'Allemagne et à une souche de référence qui s'appelle Nine-Mal, qui est une souche de laboratoire. En fait, la souche de Guyane, elle avait une virulence particulière et elle provoquait le décès plus rapide chez les souris. Alors, l'autre point qui est un petit peu remis en question à cette histoire de cut-off, c'est que depuis le Centre national de référence de la fièvre Q, donc ici à Marseille, depuis les 25 dernières années, depuis 1991, donc on s'est quand même rendu compte qu'il y avait 13% des infections persistantes focalisées, qui avaient des taux d'IgG de phase 1 inférieurs à 800. Et cette observation, elle a été également mise en évidence par deux cas cliniques. Le premier, c'était un patient qui avait une leucémie chronique et qui avait présenté une infection ostéo-articulaire à Coxiella burnetii. Donc vous voyez ici un foyer acromioclaviculaire et un foyer au niveau de la hanche. Il avait une sérologie très faiblement positive qui aurait pu passer pour une cicatrice sérologique. Et en fait, le liquide articulaire est revenu positif en PCR et en culture à Coxiella burnetii. Deuxième observation, c'était le cas d'un patient qui avait en fait une sclérose en plaques et qui a été opéré pour un rétrécissement aortique. Ici à Marseille au CHU, tous les patients qui sont opérés des valves, on réalise sur les valves cardiaques des tests à la recherche d'agents infectieux responsables d'endocardite infectieuse à hémoculture négative. Et là, du coup, on est tombé sur une PCR positive à Coxiella burnetii. Ceci étant, la sérologie était strictement négative à plusieurs reprises. Et donc, sur la biopsie à la fois valvulaire et du segment 1 de l'aorte, on a réalisé du FISH. En fait, c'est une technique d'hybridation in situ où on détecte l'ADN de la bactérie et vous voyez que ce test est revenu positif. Donc ceci, ça confirmait un petit peu la nécessité de modification des critères diagnostiques. Et en fait, pour diagnostiquer une infection à Coxiella burnetii persistante, il faut à la fois un critère lésionnel, c'est-à-dire identifier une lésion organique, qu'elle soit au niveau du foie, du ganglion, au niveau des vaisseaux ou du cœur, et puis avoir un critère microbiologique. Et vous voyez que ça peut être la sérologie, ça peut être la PCR, ça peut être la culture ou encore le FISH. Donc sur la base de ces nouveaux critères, on a revisité un peu les données du CNR et sur 2400 patients qui avaient une infection persistante, enfin une infection à Coxiella burnetii, on s'est rendu compte qu'il y en avait 1600 qui avaient une infection aiguë et 628 qui avaient une infection persistante et qu'il y en avait 138 qui étaient passés de l'infection aiguë à l'infection persistante. Donc ce qu'on a vu d'une part, c'est qu'il existait un sexe ratio de 2,2, c'est-à-dire que c'est une maladie qui touche plus les hommes que les femmes, que la principale manifestation de la maladie, ça reste l'atteinte hépatique, que de façon assez surprenante, l'endocardite et l'atteinte valvulaire arrivaient en deuxième position. Et puis, on a pu mettre en évidence presque 100 cas d'atteinte ganglionnaire à Coxiella burnetii. On a également pu identifier des formes rares de la maladie, à savoir les lymphomes, les cholécystites alithiasiques, le syndrome d'activation macrophagique ou encore les pneumopathies interstitielles diffuses.
Alors les nouveautés sur la fièvre recue aiguë, et en tout cas ce qu'on a mis en évidence au cours de ce travail, c'est qu'il y avait une augmentation des anticorps anticardiolipines à la phase aiguë, ce qui était déjà connu, et notamment au cours des hépatites, mais qu'on observait également une augmentation de ces anticorps au cours des atteintes valvulaires de la phase aiguë, et pas du tout au cours des atteintes pulmonaires isolées. Donc la présence des anticorps anticardiolipines, elle était en fait prédictive de complications de la phase aiguë, à savoir les endocardites aiguës, le syndrome d'activation macrophagique, l'atteinte méningée, la thrombose et la cholécystite alithiasique, ce qui faisait suspecter en fait des phénomènes vasculaires et peut-être des microthrombes. Toujours est-il qu'à la phase aiguë, quand un patient a une fièvre recue, on réalise toujours une échographie cardiaque transthoracique pour détecter certaines de ces complications, et notamment l'atteinte valvulaire. Mais au départ, on réalisait cette échographie cardiaque transthoracique pour détecter les valvulopathies préexistantes et proposer une antibioprophylaxie pour prévenir l'évolution de la maladie vers l'endocardite. Et en fait, en réalisant de façon systématique cette échographie cardiaque transthoracique, on s'est rendu compte d'une part qu'il y avait des lésions valvulaires à la phase aiguë qui étaient transitoires et puis qui pouvaient également persister, et notamment des endocardites aiguës, c'est ce qu'on a montré à partir d'une cinquantaine de cas. Et en fait, ces patients qui avaient des endocardites aiguës à Coxiella-Burnetti, ils n'avaient une valvulopathie préexistante que dans un tiers des cas, ce qui était assez nouveau, et puis ils avaient bien souvent des anticorps anticardiolipines positifs. Donc en fait, on a préconisé l'utilisation de l'échographie cardiaque transthoracique également pour détecter les atteintes à la phase aiguë, les atteintes valvulaires de la phase aiguë de la maladie. Concernant les atteintes persistantes, donc, elles sont largement dominées par les atteintes cardiovasculaires et ostéo-articulaires. Et en fait, l'atteinte persistante a été largement a pu être décrite quand même grâce à l'utilisation de deux outils diagnostiques. Le premier, c'est l'échographie cardiaque transthoracique dont je viens de vous parler, et le deuxième, c'est le PET scan. En effet, vous voyez que ces deux outils nous ont permis d'identifier des foyers profonds. Ici, l'utilisation du PET scanner dans cette étude qu'on avait faite avec Carole avait permis d'identifier et de modifier la prise en charge diagnostique des patients, enfin le diagnostic des patients, dans près de 50% des cas. Et en fait, ça permettait d'identifier essentiellement les foyers profonds ostéo-articulaires ou encore les lymphadénites, et puis dans une moindre mesure les atteintes cardiovasculaires lorsqu'elles n'avaient pas été identifiées auparavant. Donc 3 grandes entités cliniques pour l'atteinte persistante, et ce qu'on a pu voir et observer également, c'est que cette atteinte persistante, au cours de l'atteinte persistante, il y avait une majoration du dimorphisme sexuel. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au cours de la fièvre aiguë, la fièvre recue, elle touche plus les hommes que les femmes, et ce, après la puberté. Et en fait, les atteintes persistantes focalisées, ici à gauche, vous avez les endocardites, ça touche principalement les hommes, et en fait, les infections cardiovasculaires, ça touche quasiment que les hommes, donc être un homme était un facteur de risque à la phase aiguë d'une augmentation des anticorps anticardiolipines, je ne vous en ai pas parlé, mais surtout à la phase persistante d'une augmentation du risque d'infection vasculaire. Alors les patients qui meurent, c'est effectivement ceux qui ont des atteintes cardiovasculaires. Les patients qui ont des infections vasculaires meurent plus que ceux qui ont des endocardites infectieuses. C'est pourquoi il avait été montré au laboratoire que la chirurgie permettait d'améliorer la survie des patients qui avaient une atteinte vasculaire. Alors on s'était demandé, mais comment ça se fait que les patients évoluent vers la forme persistante? Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent prédire, enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'évolution vers cette forme persistante? Donc on avait regardé les 138 patients qui avaient évolué de la forme aiguë à la forme persistante, et en fait on avait montré que c'était surtout ceux qui avaient une valvulopathie préexistante, toujours les hommes, la présence d'une lymphadénopathie sous-jacente, une thrombose, l'atteinte valvulaire à la phase aiguë et les IgG de phase 1 supérieures à 800. Alors, on avait quand même décrit une pathologie et une atteinte qui étaient assez rares, mais qui étaient déjà décrites dans les années 40 aux États-Unis et en Russie. C'était la pneumopathie interstitielle diffuse. On avait fait relire les scanners de façon centralisée. On avait retenu 7 cas atteints d'infection à Coxiella-Burnetti avec en fait une fibrose pulmonaire qui était assez évoluée. Certains patients avaient d'autres foyers infectieux, notamment des endocardites. Et puis, c'était quand même une pathologie qui était sévère puisqu'il y en avait 4 qui étaient passés en réanimation. Donc, on avait retenu Coxiella-Burnetti comme un agent pouvant soit déclencher la maladie, soit en tout cas exacerber, en tout cas l'aggraver, et qui pouvait être recherché en cas de pneumopathie interstitielle diffuse.
Alors, un mot pour les lymphadénopathies. Je vous ai dit tout à l'heure que le PET scan il avait permis d'augmenter le diagnostic, afin de découvrir pas mal de patients qui avaient des lymphadénopathies profondes, foyers infectieux qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence uniquement par la clinique. Et effectivement, on a décrit à peu près 97 cas. Il y en avait 44 qui étaient identifiés par le PET scanner. Et surtout, ce qu'on a montré, c'était que le ganglion, l'attente ganglionnaire au cours de l'infection à Coxiella burnetii était un facteur de risque d'évolution vers le lymphome. Donc pour finir sur ce dernier chapitre, qui est quel est le lien en fait entre l'infection à Coxiella burnetii et la survenue des lymphomes non-Hodgkiniens. C'était quand j'étais interne avec Mathieu, on était allé voir un patient en chirurgie vasculaire qui avait une fistule orthodigestive et on nous avait demandé un avis pour un traitement antibiotique. On s'était dit, c'est quand même un peu bizarre, il faut quand même qu'on recherche la fièvre Q pour être sûr qu'il n'y ait pas une infection vasculaire. Et effectivement, ce patient avait une sérologie positive avec des IgG de phase 1 à 800. Et en fait, l'opération chirurgicale a permis de mettre en culture un clou, un caillou vasculaire qui était positif, comme vous pouvez le voir sur la photo, à Coxiella burnetii. Le patient a été suivi par M. Raoult et 18 mois plus tard, alors qu'il avait eu un changement, il a mis en place une prothèse vasculaire et sont apparues des adénopathies hyperfixantes au PET scanner et qui augmentaient de taille et donc qui ont été biopsiées et qui ont révélé la présence d'un lymphome folliculaire, soit un lymphome non hodgkinien. Et l'analyse du tissu tumoral a permis de mettre en évidence in situ la présence de la bactérie par cette technique qui s'appelle la fluorescence in situ hybridisation. Donc à partir de cette observation clinique, on a repris les données du laboratoire et on a mis en évidence une quinzaine de cas, ce qui nous a permis d'établir un lien, une augmentation du risque de lymphome chez les patients qui présentaient une infection à Coxiella burnetii, augmentation de 25 fois par rapport à la population générale. Et c'était particulièrement les patients qui avaient une infection persistante focalisée, à savoir surtout cardiovasculaire. On a pu identifier chez la moitié de ces patients la présence de la bactérie in situ dans le micro-environnement tumoral, au sein des cellules dendritiques plasmacytoïdes et au sein des macrophages, mais pas au sein des lymphocytes B, ce qui faisait suggérer un mécanisme indirect, en tout cas, de lymphoprolifération. On avait aussi identifié chez ces patients qui avaient une infection persistante à Coxiella burnetii un gradient d'interleukine 10 pour ceux qui avaient évolué vers le lymphome. Alors, plus récemment, après ça, on a pris les patients qui avaient un lymphome non hodgkinien, on a pris leur PBMC et à partir du sang, on a mis en évidence par une analyse microarray une signature transcriptionnelle en identifiant 95 gènes qui étaient up-modulés et qui étaient particulièrement impliqués dans la survenue des lymphomes non hodgkiniens. Et c'était à partir de patients qui avaient des infections persistantes. On a vérifié quand même que c'était spécifique à l'infection à Coxiella burnetii, donc on a comparé ce microarray à un microarray qui avait été fait à partir de patients qui avaient une endocardite à Staphylococcus aureus, et on voyait qu'effectivement on ne retrouvait pas ces 95 gènes, on n'en retrouvait que 6. On a confirmé ces données de microarray par des QRT-PCR dans différents groupes et on a montré qu'en fait, il y avait certains gènes, notamment MIR17HG, SP100, REL et le BCL2 qu'on connaît plus, qui sont des gènes qui sont impliqués dans les mécanismes anti-apoptotiques qui étaient up-régulés chez les patients qui avaient des lymphadénopathies à Coxiella burnetii et chez les patients qui avaient des lymphomes non hodgkiniens associés à Coxiella burnetii. Alors, on n'était pas tout seul quand même, puisque aux Pays-Bas, vous savez qu'il y avait une épidémie de fièvre Q qui a provoqué 4000 cas en 4 ans. Et en fait, eux, ils ont aussi observé la survenue de lymphome non hodgkinien chez des patients qui avaient des infections à Coxiella burnetii. Ici, le premier cas qu'ils ont rapporté, c'était un peu la même histoire que le nôtre, à savoir une infection vasculaire avec adénopathie de proximité. Et puis, la biopsie a révélé la présence d'un lymphome non hodgkinien avec la présence de la bactérie identifiée par immunofluorescence et fiches. Ensuite, ils étaient venus ici avec une trentaine de biopsies de lames blanches provenant de patients qui avaient fait une infection à Coxiella burnetii. Il y en avait 13 d'entre eux qui avaient des lymphomes non hodgkiniens et 16 qui n'avaient pas de lymphomes non hodgkiniens mais qui avaient une infection à Coxiella burnetii. On avait recherché la bactérie in situ et on avait quand même mis en évidence dans 38% des cas de lymphomes non hodgkiniens associés à Coxiella burnetii. Alors, ils n'avaient pas pris le bon contrôle, forcément, puisqu'ils n'avaient pas pris de patients qui avaient des lymphomes non hodgkiniens sans infection à Coxiella burnetii. Donc, forcément, ils n'ont pas pu mettre en évidence une différence significative. Ceci étant, ils ont quand même été rattrapés, si je puis dire,
par les données épidémiologiques, puisque ils ont publié ce travail ici, en bas, donc, là, où en fait, ils ont identifié une augmentation du risque de survenue de lymphome non-Hodgkinien chez leurs patients atteints de fièvre Q, et ce, après l'épidémie qui a sévi aux Pays-Bas. Donc on voit qu'ils avaient une augmentation du risque de 5 fois. Et je tiens quand même à préciser que dans cette étude, ils ont inclus que 5 patients qui avaient un lymphome non-Hodgkinien, alors que quand ils sont venus ici, ils avaient quand même une quinzaine de labs, en tout cas de patients qui avaient une infection à Coxsackie avec lymphome. Voilà. Toujours est-il que depuis, il y a à peu près 45 cas d'infection à Coxsackie associés au lymphome non-Hodgkinien qui ont été décrits dans la littérature, et puis qu'il y a d'autres agents infectieux qui peuvent être impliqués dans la survenue de ces lymphomes qui méritent donc d'être explorés par la suite à l'IHU. Voilà, je vous remercie pour votre attention.